Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on a une réputation à tenir. Salut, moi c'est Anaïs et j'aimerais bien qu'on enregistre cet épisode assez vite parce qu'après j'ai un rendez-vous avec mon mec, Georges. Tu le connais pas. Et moi c'est Marie et je voulais que vous sachiez que l'idée d'Anaïs pour le lancement c'était... et on est des grosses salopes. Franchement, ça aurait pu marcher aussi. Oui, totalement. Aujourd'hui, on parle d'un film que j'affectionne tout particulièrement et que j'avais envie de te faire découvrir, Anaïs, depuis fort longtemps. C'est une comédie adolescente de 2010. C'est, je dirais carrément un récit initiatique, allons-y franchement, sur une adolescente qui joue avec son image et sa réputation. C'est un film réalisé par Will Gluck qui récemment a fait Anyone But You, l'énorme succès de comédie romantique de l'an dernier. Ah oui, c'était sur Netflix, c'est ça? Ah non, le truc avec... Non, c'est sorti au ciné, ouais. C'était avec Sydney Sweeney et Glenn Powell. Exactement. Ah ouais, c'est nul. C'est nul. Enfin, ouais. J'ai vu que les 45 premières minutes dans un avion, mais j'ai vraiment... vu tout le film au ciné, c'est très très nul. Même dans l'avion, ça passe pas, quoi. Voilà. Mais là, le film dont on parle aujourd'hui, il est très bien. Il est avec Emma Stone dans le rôle principal. Et c'est Easy A, ou Easy Girl en français. Pour entendre toutes nos attentes, notre relation au film ou notre absence de relation au film en ce qui te concerne, avant le visionnage, vous pouvez vous reporter évidemment à l'épisode à l'affiche qui a été diffusé il y a quelques jours. Le film est une comédie, Easy A. Oui, haha, mais je crois que certains moments t'ont paru un petit peu anxiogènes. C'est horrible le lycée, putain. Never again. C'est angoissant un peu. De quoi ? Ça t'angoisse pas ? Ce film ? Bah ouais. Si, mais bon. Je trouve aussi... Enfin, elle, j'adore son... Enfin, j'aime bien. Mais oui, bah, c'est un film sur les rumeurs au lycée et tout ça, quoi. Bah ouais. Non, c'est un peu une descente aux enfers. C'est un peu ce que toutes les meufs redoutaient. Ah bah de ouf. Après, je pense que je l'ai sûrement trouvé très angoissant la première fois où je l'ai vu, mais maintenant je sais où ça va, donc forcément... Oui, ouais, je l'ai revu, et c'est vrai que quand tu le revois, tu te préoccupes beaucoup moins de tout ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'au premier visionnage, moi j'ai trouvé ça plus angoissant que Alien, quoi. D'accord. Bah, je pense que forcément c'est un film qui joue sur la réputation ternie d'une jeune fille et le fait que tout le monde la considère comme une fille facile ou une salope. Et on va le voir, ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'elle le vit pas du tout comme nous, on l'aurait peut-être vécu si on avait vécu ça au lycée. Mais pour moi, c'était un cauchemar vraiment au lycée ou au collège pour plein de meufs de se retrouver avec cette réputation-là. Et c'était une véritable descente aux enfers. Donc c'est vrai qu'en voyant le film traiter ça avec légèreté, au début, j'étais un peu désarçonnée parce que je me disais, mais ouais, moi, ça m'aurait tellement angoissée d'avoir cette réputation au lycée, quoi. Il y a un côté très angoissant et il y a un côté assez libérateur aussi. En tout cas, je trouve. Est-ce que le film t'a plu ? Parce que c'est vrai qu'on l'a vu ensemble, mais tu as ri. J'ai ri. J'ai été témoin de moments de rire. Mais je saurais pas dire à quel point il t'a plu. Surtout que moi, j'étais dans une position où comme... Enfin, parfois, quand tu montres un film que t'aimes beaucoup à quelqu'un et que t'as envie que ça lui plaise, d'un coup, tu vois tous les défauts du film où tu te poses des questions et tout ça. Donc, je me suis vraiment interrogée pendant le film. Je sais que c'est une épreuve redoutable. Exactement. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, je dirais que c'est un 3,5 sur 5. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est sur Letterboxd, je crois que c'est ce que j'ai mis. Franchement, c'est vraiment plaisant. Et je pense que, tu vois, Breakfast Club ou Heathers, c'est vraiment des comédies adolescentes que je vais revoir plus fréquemment. Mais j'ai trouvé ça très malin, rigolo, très charmant. Enfin, le casting joue beaucoup vraiment dans la solidité du film. Et ouais, c'est pas un énorme coup de cœur comme Le Club des Ex, où vraiment je me suis dit comment j'ai attendu tout ce temps avant de voir ce film qui parle directement à mon âme. Là, c'est un peu moins le cas, mais on a passé un bon moment. C'est un film qui a la grande gentillesse de ne durer qu'1h28. Ouais. Donc rien que pour ça, il gagne beaucoup de points quand même. Donc ouais, franchement, pour un petit dimanche après-midi, c'était très chouette. Est-ce que tu penses qu'il aurait parlé plus à ton âme si tu l'avais vu il y a 10-15 ans ? Ouais, c'est possible. Je pense qu'en début de vingtaine, c'est un film que j'aurais trouvé très libérateur et peut-être plus subversif que je ne le trouve aujourd'hui parce que évidemment on n'a pas le même rapport à la sexualité entre, je dirais, 15 et 25 ans et plus tard dans notre vie. Donc là, oui, je pense qu'il y a plein de choses où je dois faire un effort pour voir à quel point c'est subversif parce que ça ne paraît pas trop aujourd'hui. Oui. Mais ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Elena et Mathieu parce que c'est sur leur canapé et leur immense télé qu'on a pu regarder ce film et ils ont dit qu'il fallait absolument qu'on leur fasse une petite dédicace. Ah d'accord. Donc, voilà. Merci à eux. Dédicace à eux.
Tu as fait la remarque pendant le visionnage, ce film qui est sorti en 2010, donc ceci explique cela, mais c'est une véritable machine à gif, en plus, ou gif, selon votre prononciation. Moi, en je dis plus, gif. je sais que tu dis gif. Et de plus en plus, j'ai envie de dire gif, mais pendant des années, j'ai dit gif. On dit pas fromag. J'allais dire, mais on dit girafe, donc oui, gif. Non, t'as raison. C'est juste qu'en anglais, on dit GIFs. Et, oui. Enfin, on peut dire GIFs, mais c'est fait vraiment bizarre. On dirait le nom de la marque de peanut butter. Donc, bref, tout ça pour dire que, en plus, Emma Stone est très expressive. Donc, il y a énormément de GIFs très connus sur Internet qui proviennent de ce film. Et tu l'as remarqué en le regardant. 3 weeks ago. I'm just kidding. Your Maine lobster with crab and seafood stuffing. Oh, yum. Yum. En fait, tous les gifs d'Internet viennent de ce film. C'est ça. Quand on travaillait à BuzzFeed, le gif où elle est sous la douche en train de bouger la tête ou celui où elle fait yum quand justement le homard arrive, je l'ai surutilisé. Ça faisait partie des gifs où à la fin on était là, il y a des gifs qui sont interdits maintenant, comme celui de David Tennant dans Doctor Who où il est sous la pluie et il a l'air triste. Ouais, c'est clair. C'était vraiment le truc où tu l'utilisais pour tout et donc... Ouais, et puis Emma Stone, comme tu l'as dit, est très expressive, donc même des scènes d'autres films à elle sont aussi devenues très gifées parce qu'elle a toujours ses expressions avec des grands yeux. Je pense que je me doutais que tous ces gifs-là venaient de ce film puisque c'était un des rares de sa filmographie que j'avais pas vu. Mais là, c'est vrai que c'est très marrant de voir des images qui sont ancrées dans ton cerveau, replacées pour la première fois dans leur contexte d'origine. Ouais. On ne peut pas aller plus loin sans résumer l'intrigue de ce film. C'est ton rôle. Tu as 30 secondes pour le faire. C'est l'histoire d'une jeune fille lycéenne qui aime vraiment beaucoup rendre service. Oui, c'est vrai. Elle a le cœur sur la main. Exactement. Elle est vraiment très, très, très généreuse. Et donc, pour rendre service à ses camarades de classe, la plupart, elle les connaît à peine, elle accepte de se faire passer pour la salope du lycée. Et je précise tout de suite que j'emploie le terme salope avec toute l'admiration et le respect qui est dû à cette appellation. Petit point sémantique, c'est important. Et donc voilà, elle décide d'accepter des bons d'achat et des cartes cadeaux en échange de rumeurs lancées Elle a déjà par une des rumeur hommes. à son sujet avant d'accepter ça. Oui, voilà, ça démarre avec une rumeur où en fait elle ment à son amie en lui racontant qu'elle a couché avec un mec et qu'elle a perdu sa virginité. Et quelqu'un l'entend, ça se transforme en rumeur. Et à partir de là, il y a d'autres gens qui vont lui dire, des mecs en fait, qui vont lui dire, moi j'ai vraiment besoin pour ma réputation qu'on pense que je me tape des filles, donc est-ce que tu peux dire que t'as couché avec moi ? Et voilà, cette personne très généreuse dit, évidemment, avec grand plaisir. Et là, quand on parle de suspension d'incrédulité dans la fiction, je pense que là, on a un très bon exemple. Mais bravo Après, à elle. ils le vendent bien, je trouve. Oui, crois oui, quand même oui, dans l'histoire, parce que... C'est vraiment la mère Teresa de la baise, quoi. C'est ça. Non, mais parce qu'il y a un bon mix chez Emma Stone et dans ce personnage, d'un côté très décomplexé sur le sujet du sexe ou des choses comme ça, parce qu'on sent qu'elle vient d'une famille qui en rigole beaucoup et a pas trop de problèmes avec ça. Donc on sent que c'est pas un tabou pour elle, et en plus on sent que c'est quelqu'un de vraiment très gentil et qui a envie d'aider un peu tous les chiens battus de la terre, quoi. Et là c'est vraiment, à chaque fois, c'est des mecs qui sont des gros losers, qui s'en prennent plein la gueule par les jokes du lycée, et donc elle a envie d'être de leur côté. Ouais. Donc on accepte quand même ce principe, mais c'est vrai que pour moi qui ai vu ce film plein de fois et qui le questionne pas du tout, je voyais à quel point pour toi c'était compliqué à accepter, c'était très drôle. Don't get mad, but Brandon told me what you did for him. Oh, well, rest assured it Oh was non, elle va pas faire ça avec tous les mecs du... No, he told me the truth. I was just hoping that maybe you could do the same for me. goodbye, Evan. Deal then. Pourquoi elle dit oui? Parce qu'elle les prend en pitié à chaque fois. Keep it a gentleman. Maybe ask me on a date. I could have chlamydia. Non mais faut qu'elle arrête celle-là aussi. Hein. I mean, yeah. I could Arrête de rendre service, meuf. given it. Vraiment l'exemple de générosité le plus tragique de l'histoire du cinéma, quoi. C'est ça. Pour tes amis, tu les aides à déménager, comme tu as fait pour Ouais, moi c'est ça, le week-end dernier. C'est ça. Tu Porter un canapé sur cet étage, il n'y a pas de souci, mais accepter de faire semblant que j'ai une MST pour rendre service à ma connasse de CPE, non, il y a des limites quand même. C'est ça. Est-ce que tu as des questions? Oui, j'en ai pas beaucoup, mais déjà, pourquoi elle n'a pas établi un tarif global
pour ses services, puisque en fait, on voit qu'il y a plein de garçons différents qui lui demandent de faire semblant qu'elle a couché avec, mais elle n'est pas toujours payée pareil. Et donc, parfois, c'est $40, parfois, c'est 50, parfois, c'est 100, parfois, c'est un bon cadeau, mais parfois, c'est juste 20% de réduction à un truc de gel douche. Et donc, tu te dis, meuf, et un peu le sens du business, tu vois. Si tu décides de te lancer dans cette entreprise, établis une grille des salaires, tu vois, et tu t'y tiens après. Clairement, c'est pas une businesswoman. Ouais. Je pense que c'est établi. Après, on comprend qu'il y a quand même une certaine gradation, c'est-à-dire que ceux qui lui offrent un bon cadeau moins cher, ils ont le droit de dire qu'ils ont touché ses seins, mais pas qu'ils ont couché avec elle, quoi. Tu vois. Oui, mais pendant le montage, au final, t'as l'impression qu'ils ont tous un peu... la rumeur est la même pour tout le monde. Et ouais, c'est pas très malin de sa part. Sinon, je me suis demandé, ses parents, ils l'ont appelée Olive parce que Cacahuète et Apéricube, c'était déjà pris ou... Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, ses parents, dedans, on connaît pas leur prénom, mais je crois qu'ils s'appellent Annette, Dill et un autre truc de bouffe, et son frère... Un autre aromatique. Voilà. Oignon, et son échalote. frère, il s'appelle Chip, comme une chips. Donc, c'est une blague un peu récurrente dans... Ah oui, donc c'est littéralement Tuc et Apéricube, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Je me suis demandé aussi si c'était parce que y a des olives fourrées et que comme elle a la réputation d'être fourrée par tout le monde. Non, mais alors elle s'appelle Olive Pendergast. Donc déjà Olive, à un moment elle fait une blague en disant c'est un anagramme pour I love, ce qui est une scène que j'aime beaucoup et que je trouve très divertissante. Hey. I just realized the funniest thing. My name is an anagram for I love. What's an anagram? Look it up, big boy. Mais Pendergast, c'est aussi un anagramme pour Pretend Shag. Ok. Un coup prétendu, quoi. Sexe prétendu. Donc, c'est un clin d'œil à l'intrigue centrale du film. Et je pense que Olive, ils l'ont peut-être trouvé pour I Love, pour cette blague, et qu'après, ils ont fait tout un truc sur la famille qui s'appelait Tin et Annette, quoi. Ça fait vraiment séance de brainstorm, tu vois. le mardi soir à 23h30, genre, allez, pourquoi on l'appellerait pas Chips, le gars, quoi. C'est ça. Je crois qu'il y en avait un qui devait s'appeler Kale aussi. Enfin, bon, bref, c'était... Kale MacLachlan. Voilà. Commençons avec Olive, justement. Olive Pendergast, qui est jouée par Emma Stone. Comment tu la décrirais ? Comment je la décrirais ? Est-ce que tu y crois quand elle dit au tout début si j'étais un gratte-ciel sur Google Earth, les garçons de mon lycée me remarqueraient pas, alors qu'elle ressemble à Emma Stone quand même. Oui, non, franchement, j'y crois pas du tout. Elle est très mignonne. Elle fait pas partie des filles les plus populaires et les plus convoitées du lycée. Et on comprend aussi, et je trouve que le film est assez fin sur ça, que elle tire un certain plaisir à justement avoir cette réputation de salope parce que ça lui donne un statut plus important au lycée, même si c'est un statut négatif, mais au moins les gens parlent d'elle, quoi. Parce qu'au début, le premier truc qu'on voit quand on la rencontre, elle se fait bousculer, elle tombe par terre. Donc elle n'est pas forcément harcelée par ses camarades, mais elle fait pas partie des élèves les plus populaires. Elle est très quirky, comme on dirait. Elle a beaucoup d'humour et de personnalité. Et on comprend qu'elle n'est pas comme les autres, justement, ados de son âge. Elle peut passer un week-end entier à juste chanter sous la douche. Elle n'a pas de préoccupations particulièrement centrées sur les garçons ou la fête. Mais elle est très ouverte sur le sexe. Elle a un très bon rapport avec sa famille, qui sont tous des gros déconneurs. Donc elle est très, très charmante, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu une cool girl. C'est ça. Emma Stone est extrêmement charmante et ce personnage l'est aussi. Et on comprend aussi, par exemple, que c'est une des rares élèves qui lit vraiment les livres du cours de littérature, que le prof d'anglais l'adore. On sent chez elle une maturité, et même au niveau de ses réparties et de son état d'esprit et de sa distance, de la distance qu'elle peut avoir avec les dynamiques du lycée. On sent chez elle un niveau de maturité qui n'y a vraiment pas chez les autres, quoi. Ouais. Et qui est même un peu surprenant, mais qui fonctionne dans le cadre du film, mais on sent que c'est un choix scénaristique très clair, parce que sinon ce serait beaucoup moins drôle, quoi. Ouais. L'élément déclencheur de l'intrigue, c'est sa relation avec son amie Rhiannon, qui est assez insupportable. C'est vraiment, on se demande même comment elles sont amies. Enfin, j'imagine qu'elles se connaissent depuis qu'elles ont 4 ans et qu'elles continuent d'être amies, malgré leurs différences. Tu pourrais être amie avec elle, toi ? En tout cas, je pense qu'au collège, j'aurais pu. En fait, c'est marrant parce que j'ai les mêmes réflexions qui me viennent que lorsqu'on a regardé Mean Girls. C'est-à-dire que ce que je vois dans les films de lycée américain me rappelle beaucoup plus l'expérience du collège en France, au niveau de
l'immaturité et des préoccupations des élèves. Et là, en l'occurrence, de l'asymétrie dans les relations où c'est vrai que tu peux... Enfin, moi, en tout cas, je me souviens qu'au collège, voilà, parfois, le groupe de copines que t'avais, c'était pas forcément quelque chose qui reflèterait ta personnalité 15 ans plus tard, mais... et tu pouvais avoir un groupe dans lequel il y avait la meuf la plus populaire et aussi la bisu, un peu comme dans Mean Girls. Et donc là, tu peux comprendre cette dynamique comme ça, c'est-à-dire que oui, elles ont dû se connaître quand elles étaient plus jeunes, et il y en a une des deux qui est connue maintenant pour avoir des gros seins, et qui a beaucoup plus d'assurance, et qui a un statut social un peu plus élevé, et elle qui est un peu l'intellectuelle mignonne, qui a de la répartie. Ça me choque pas, mais c'est vrai que moi, ce qui me choque plus, sauf si on part du principe qu'elles ont une amitié assez superficielle, mais bon, elles sont censées être meilleures amies. Ce qui me choque, c'est vraiment qu'elles lui mentent, en fait. Oh. Si pur. Bah oui, je sais pas. Je me vois pas, pour le coup, dire à ma meilleure amie au lycée que j'ai couché avec un mec et que j'ai perdu ma virginité alors que c'est pas le cas. J'aurais trop peur de pas connaître les détails et du coup d'expliquer un truc et bah justement comme ils le font plus tard dans une scène où ils font semblant de coucher ensemble avec un autre mec et il dit « Ouh, tu sens cette odeur ?» Et tu sens que c'est des gens qui n'ont jamais eu de rapport sexuel et qui savent pas quoi dire. Et j'aurais trop peur en fait d'inventer un mensonge comme ça et de me ridiculiser parce que je dirais ce qu'il faut pas, tu vois. Son amie est très pushy, elle est très insistante. Il y a un truc dans Parks and Rec à un moment où Leslie, on l'accuse d'être un rouleau compresseur qui force un peu les gens autour d'elle à faire des choses. Et en fait, pour moi, c'est la meilleure définition de cette amie où tu sens qu'elle s'en fout en fait de tout ce que tu vas lui dire sur ce que tu as envie de faire ou pas. Elle a envie de faire ça et il faut que tu acceptes, quoi. Ouais. Et donc, on sent que Olive, les mensonges qu'elle lui sort, c'est un peu par épuisement, quoi. Le fait d'avoir ce date, c'est vraiment parce qu'elle se dit que c'est le seul moyen de se sortir de ce plan foireux. Et après, quand elle lui parle du date, c'est l'autre qui dit « t'as couché avec lui ?» Et elle lui dit « non, pas du tout. » En plus, elle lui dit « je suis pas ce genre de fille et tout ça. » Et l'autre, elle lui dit « si, t'as couché avec lui, vas-y, avoue. » Et au bout d'un moment, elle est là « bon, d'accord, oui, j'ai couché avec lui. » Whoa, wait a minute. What? You didn't have... No, of course not. You liar. You totally lost your V-card to him. No, I didn't. Yes, you did. Tell me everything. Rhea, I'm not that kind of girl. Oh, really? The kind that does it? Or the kind that does it and doesn't have the lady balls to tell her best friend? What? I want every detail. Tell me! Fine. We did it. Yes! Finally! Et après, bon, elle part dans son truc où elle commence à lui dire que c'était... Oui, voilà, après, elle se lance quand même dans une belle démonstration de mythomanie. Tu sens qu'elle a lu beaucoup de livres, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a beaucoup d'imagination, qui se divertit toute seule très facilement. Et donc là, ça l'a fait marrer, je pense, de raconter toute cette histoire. Ce que je trouve très marrant, c'est que, comme on vient de faire Bridesmaids, quand même, c'est qu'à chaque fois, le petit ami imaginaire s'appelle George. Oui, c'est vrai. George Glass. C'est vrai, j'y avais pas pensé. L'autre élément déclencheur de l'intrigue, c'est un autre personnage qui s'appelle Marianne, qui se trouve être présente dans les toilettes au moment où Olive avoue, même si c'est un mensonge, qu'elle a couché avec ce George et que c'était super et que il avait allumé plein de bougies et tout ça. Sauf que Marianne, comment tu la décrirais, Marianne ? Elle est jouée par Amanda Bynes, qui à l'époque était vraiment une star. Elle jouait dans What I Like About You avec Jenny Garth et c'était une star de la télé adolescente américaine. Et après, elle a eu un peu une descente aux enfers. Elle est assez connue pour ça. Mais là, elle était au pic de sa popularité, je dirais. Marianne, c'est une jeune fille extrêmement religieuse. Et en fait, elle est un peu montrée comme une peste, même si je trouve que elle gagne en sympathie en fait au fil du film. Mais au début, oui, c'est vraiment une peste qui juge très sévèrement toutes les personnes qui ont des rapports sexuels et donc qui insulte immédiatement Rhiannon et Olive en leur disant que c'est des salopes. Et qu'elles iront en enfer. Moi, je trouve ça très marrant, mais... Oui, bah, c'est un personnage... Enfin, franchement, c'est le personnage le plus divertissant parce que c'est une super méchante. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que quand tu dis... elle est très religieuse. Je pense qu'en France, si on imagine une camarade de classe très religieuse, elle s'appelle Kitri, elle porte une robe à smock et elle a 8 frères et sœurs, tu vois. Enfin, et elle va à la messe en latin. Ouais. Alors que elle est blonde peroxydée, elle a un teint orange, elle met des mini-jupes, mais c'est une fille de pasteur et oui, on dirait Harmonie dans Buffy, en fait. C'est un peu le
même délire. Et ça, c'est assez malin. Et en fait, comme on comprend plus tard dans le film que son père est pasteur, ça la rend plus sympathique parce qu'on comprend qu'elle a sans doute une énorme pression, enfin, qu'elle n'a pas grandi dans un environnement hyper tolérant non plus. Son père a pas l'air d'être le genre de pasteur hyper tolérant ou inspirant dans la vie. Et donc, elle est assez touchante parce que, en fait, on sent qu'elle est un peu enfermée dans ce truc. Elle est naïve, quoi. Ouais, mais que ça la rend pas particulièrement heureuse. Enfin, en fait, on voit que c'est quelqu'un d'assez aigri et d'assez seul aussi, puisque les seules personnes et la seule personne sur qui elle se repose, son copain, ne la traite pas très bien non plus. Donc ouais, moi j'ai beaucoup de sympathie pour elle et je pense aussi parce que Amanda Bynes est assez chouette en fait. Et comme c'est un rôle assez différent des autres rôles dans lesquels je la connaissais, j'ai bien aimé. Moi j'aime beaucoup tout ce que le film fait autour de justement parce qu'en fait elle est un peu elle est carrément la leader du groupe de lycéens chrétiens qui jouent de la guitare en chantant des chansons sur Jésus et tout. Enfin, c'est des chrétiens évangéliques et qui, du coup, veulent répandre la bonne parole et qui sont surtout en train de critiquer constamment leurs camarades et les humilier quand ils ne correspondent pas à leurs critères très spécifiques. Et c'est marrant parce que c'était l'époque un peu aussi des anneaux de pureté et de toutes les questions de est-ce que Britney est vierge ? Les frères Jonas qui avaient chacun leur anneau de pureté pour dire qu'ils étaient vierges et tout ça. En 2010, on sort de cette époque, enfin on y est encore un peu pas mal quand même. Ouais. Il y avait tout un discours hyper culpabilisant et religieux autour du sexe dans certains cercles de la célébrité aux États-Unis. Ouais, très très puritain, ouais. Et le film s'amuse beaucoup de ça. Et moi, je trouve que c'est un des éléments les plus réjouissants pour moi du film. Je sais pas si t'es d'accord. Ça fait partie de ces éléments où aujourd'hui, quand je vois le film, je dois faire un petit effort pour me remettre dans l'état d'esprit de l'époque et me dire, ah ouais, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, je pense que ce film allait un petit peu à contre-courant de ce qu'on voyait dans la culture populaire aux États-Unis, très puritaine, où là, c'est totalement l'inverse. Pour la plupart des personnages féminins, que ce soit l'héroïne ou sa mère, par exemple, il y a une acceptation totale de la vie sexuelle, même pour des adolescents, qui est vraiment assez rafraîchissante. Donc, je trouve ça assez cool et c'est pas trop appuyé non plus. Enfin, je dirais pas qu'il y a un discours sur la religion, tu vois, extrêmement poussé non plus dans le film. Ils s'amusent d'eux, quoi. Enfin, ils se moquent de ce genre de délire. Moi, j'ai connu sur les campus américains des chrétiens très, très hardcore qui essayaient de me convertir ou des choses comme ça. Des born again Christians, en gros, qui essayaient de convertir ou qui avaient des discours hyper, à la fois avec un grand sourire et un côté super sympa, et après le discours était ultra intolérant. Moi, j'en ai connu à Sciences Po Paris. Ah, c'est vrai? Mais des Français? Ouais. Ah. Et du coup, le portrait que brosse le film est quand même très très juste. C'est ça que j'aime bien aussi. Et ce qui est marrant sur ce que tu dis sur le fait que le film est à contre-courant, au final, mais il prend pas non plus tant de risques que ça. Enfin bon, déjà à l'époque, il y avait eu quand même American Pie et tout ça, même si ça, c'était des films qui étaient plus sur des mecs qui voulaient perdre leur virginité. Mais là, on parle de sexe et de façon assez décomplexée, mais au final, Olive reste vierge jusqu'à la fin. Oui, elle se tape personne. Et clairement, je pense que c'est ça qui fait que le film a pu être grand public aussi. C'est qu'il prend pas trop de risques et qu'il va offenser personne au final. Mais c'est un film qui est très sex positive, ce qui est très très bien. Et la pique qui est quand même plutôt bien trouvée, je trouve, c'est quand elle décide d'aller lire la Bible pour se renseigner un petit peu, parce qu'elle a plein de questions. Et le mec de la librairie, donc la fameuse librairie en plein air à laquelle on est allé à Ojai, lui dit, ah bah oui, c'est au rayon des best-sellers juste à côté de Twilight. Et on sait que Twilight a aussi totalement contribué, pour le coup, dans la pop culture, à cette idée de virginité et où, comment elle s'appelle déjà? Bella. Bella, voilà. Bella doit rester vierge et puis après elle se marie tout de suite avec Edward. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement puritain dans le discours des livres et des films dont on avait parlé dans nos épisodes sur Twilight. Et en même temps, c'était un livre aussi. Mais... Et en même temps, c'était un livre qui était censuré par les ultra-chrétiens américains. Parce que qui était considéré comme steamy, un peu sensuel. Et puis, il y a des démons. C'est vrai. C'est un démon qui... enfin, c'est un vampire. Ouais. Et du coup, en fait, le fait de faire le parallèle entre Twilight et la Bible, je trouve que c'est juste une petite phrase comme ça, mais ça en dit long à la fois sur la culture américaine et aussi sur ce moment-là dans la pop culture américaine et sur le propos du film par rapport à la sexualité et tout ça, quoi. Et sur toute l'hypocrisie qu'il y a autour de la sexualité des adolescentes en particulier. Et ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, on voit Olive elle-même est assez dans le jugement au début, parce que quand sa pote lui demande si elle a perdu sa virginité, elle lui dit « je suis pas ce genre de fille ». Et donc tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire? Elle-même, elle juge le genre de fille qui coucherait avec un mec un week-end alors qu'elle a 16 ans, quoi.
Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est là où le film est sans ambiguïté au final, c'est à travers le personnage de la mère qui commence à raconter qu'elle était vraiment une grosse salope au lycée. Et ça c'est un super moment. En plus, c'est Patricia Clarkson, donc oui, voilà, on adore. Exactement. I had a similar situation when I was your age. What? Everyone called you a slut? I had a horrible reputation, and people said awful things about me. Why? Because I was a slut. I slept with a whole bunch of people, a slew, a heap, a peck, mostly guys. Mom! Sorry, I got around. Before I met Dad, I had incredibly low self-worth. Do me a favor and just stuff this down my throat until I asphyxiate to death? Can you not see that I'm a mess? No, you're not, Ellen. You're wonderful. And you'll handle this the same way I did, with an incontrovertible sense of humor. Le livre, j'en avais parlé un peu dans l'intro, c'est une adaptation très libre, une inspiration d'un classique de la littérature américaine qui s'appelle La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, qui est étudié au lycée. Et d'ailleurs, là, il est étudié dans la classe d'Olive. Il a été publié en 1850, mais qui condamne justement l'Amérique puritaine de l'époque à travers l'histoire d'une femme qui est humiliée et jetée au banc de la société parce qu'elle a un enfant d'un amant. Et dans la version Easy A, ce qui est marrant, c'est qu'elle s'identifie tellement avec le personnage qu'elle commence à se coudre la lettre A, qui est la lettre écarlate justement de l'humiliation et tout ça. Elle se le coud pour se revendiquer en fait du même statut de salope, quoi. Oui, et elle se met à porter des corsets sur lesquels elle coud cette lettre. Elle a une garde-robe de corsets assez impressionnante. Ouais, et surtout un budget, je me suis dit. Ah ouais, c'est clair. Et ça, pour le coup, c'est marrant parce que je pense vraiment pas être la plus puritaine du lot, mais en même temps, je me souviens que il y avait des tenues que je portais au lycée aussi qui étaient n'importe quoi, enfin surtout sur les talons hauts, mais la voir débarquer en corset, un peu en dentelle, enfin en fait limite en lingerie au lycée, j'ai trouvé ça un peu choquant et en même temps ça montre à quel point je sais pas, peut-être qu'on est revenu en arrière parce que aujourd'hui en fait les règles sont tellement strictes, tu vois, à l'école pour ce qu'on doit porter et tout, que peut-être que je me suis habituée. En même temps, pour moi, c'est aussi au moment du lycée, s'il n'y a pas de règles, t'as pas de règles à bafouer ou dont tu peux t'affranchir. Ouais. Donc, je trouve ça pas mal aussi d'avoir des codes un peu plus stricts pour jouer avec ces codes et essayer de les dépasser ou de les... Oui, complètement. C'est vraiment... Enfin, là, je vois que je suis sans doute devenue une adulte parce que j'étais vraiment... moi, je sortais avant d'avoir l'âge légal de sortir, etc. Et donc, forcément, je m'habillais de manière aussi sexy que je le pouvais pour donner l'impression que j'avais 18 ans pour aller dans des bars, par exemple. Mais aujourd'hui, voir des personnages de jeunes filles lycéennes qui se sursexualisent dans leurs vêtements, ça me stresse un peu pour elles, en fait. Alors qu'à l'époque, je pense que j'étais la première à dire que c'était une revendication aussi, évidemment, et que, comme tu dis, que je voulais jouer un peu avec le feu. Non, puis quand on était en troisième et qu'on sortait le string du jean pour voilà, montrer... c'est ça. C'est ça, on l'a toutes fait. Et en même temps, maintenant, je vois que j'ai vraiment basculé de l'autre côté où je la vois avec ses corsets et je suis là, oh là là, mais que quelqu'un lui mette une veste sur les épaules, la pauvre. For those of you who haven't read The Scarlet Letter, or for those of you who Du coup, c'est ça l'adaptation. Here's all you need to know. This Enfin, girl named Hester Prynne has an affair with c'est inspiré Minister, par... is besmirched and made to wear a red A for Ah bah oui, adulthood. Easy A. But then the town realizes bête. she's judged and she's really a good person and she has fate. Ça va, ne sois pas si dur envers toi-même. Mais je l'ai pas lu, j'avoue. Moi non plus. La lettre écarlate, c'est vrai que on en entend souvent parler dans la pop culture américaine, parce que ça doit être un gros classique pour eux, mais c'est comme pour nous, Candide, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est le livre que tu lis au lycée ou au collège. Ouais. Olive se met à porter ce A écarlate parce qu'elle se retrouve embarquée dans une série de rumeurs et une série de mensonges surtout qui nuisent à sa réputation. Elle le fait un peu volontairement, même carrément volontairement. Ça lui plaît pas mal au début. Moi, j'aime bien cet aspect-là. J'aime bien justement ce côté un petit peu subversif et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est assez intelligent parce qu'on sent qu'en fait, elle aime bien devenir intéressante aux yeux des autres, quoi. Ouais, elle aime l'attention. Je pense que c'est ça qui est le plus subversif dans son personnage. Oui, surtout qu'elle a cette image un peu discrète au début et en fait tu te rends compte qu'elle a vraiment envie de se faire remarquer. Et ça commence après donc son premier mensonge sur le fait qu'elle a perdu sa virginité. Elle se retrouve en col un samedi matin pour nettoyer le lycée parce que elle a traité une camarade de classe qui fait partie du groupe des chrétiens de connasse et donc elle se retrouve en col et elle est collée avec un autre camarade qui lui s'est fait tabasser mais se retrouve quand même puni. Il s'est fait tabasser parce qu'il est gay.
Elle lui donne comme conseil un conseil qui est pas hyper aujourd'hui. Enfin, c'est pas revendique qui tu es et tu verras tout ira mieux ou des choses comme ça. Elle dit prétends être hétéro jusqu'à la fin du lycée. Et après, tu pourras vivre ta vie et sortir de cet enfer. Ce qui est très pragmatique. Et lui, il vient avec la solution et dit pour prétendre être hétéro, quoi de mieux que prétendre coucher avec toi, quoi. Elle dit mais invente une rumeur sur le fait que tu t'es tapé n'importe qui et il dit personne me croira alors que toi, maintenant que tout le monde pense que t'es une salope, autant faire d'une pierre deux coups. So you're saying I shouldn't really have sex. I should just say I had sex with someone. A girl. Yes, yes. Oh, no. What? Oh, no, 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 no. No, no. Just... No, no, no. Just No way. No way. Wait, No, stop it, no, stop it. No, no. no. Absolutely not. Think No. about it. Think about it. We could help each other out. No. You want to maintain this floozy facade. I don't want to get pushed into shit every day. It's a win-win-win. How do you know I like being thought of as a floozy? Because at least you're being thought of. Just one good imaginary bonk. You are on crack. Moi, j'aime beaucoup le discours qu'ils ont tous les deux, puisque justement, c'est vrai que on se dirait, la convention voudrait plutôt encourager l'acceptation de soi, etc. Et lui dit en fait, je veux bien croire que tout va s'arranger plus tard dans ma vie, mais là, on n'est pas plus tard, on est aujourd'hui et au quotidien, tous les jours, c'est la merde. Et donc, si je peux avoir une solution de facilité, je veux la prendre. Et j'aime beaucoup ce moment. Enfin, je trouve que c'est assez sincère et pragmatique, comme tu dis, et c'est un truc que j'ai pas souvent vu dans la pop culture, justement. Ouais, moi non plus. Et j'aime beaucoup leur dynamique à tous les deux parce qu'on sent vraiment, pour le coup, les autres, tu te demandes un peu pourquoi. Enfin, elle le fait par pitié et aussi un peu presque par habitude et bravade après. Ouais. Mais lui, on comprend vraiment pourquoi elle le fait. D'ailleurs, elle le fait pas en échange d'argent. Il lui offre un cadeau après, il lui offre un bon d'achat. Mais c'était pas promis à la base. C'est vraiment, il fait appel à sa sympathie et à son amitié, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont une grande complicité. Ils rigolent beaucoup et en fait, on se rend compte que c'est lui vraiment son meilleur ami sans doute, ou en tout cas un ami très proche qu'elle peut garder dans son entourage, contrairement à son autre pote Ri. Lui, en fait, quand ils sont en call ensemble, ils rigolent beaucoup tous les deux. Il lui dit c'est quoi ta tenue whore couture. C'est très marrant et donc on comprend tout de suite pourquoi il y a une affinité qui se crée entre eux, quoi. Et il y a la scène qui nous a le plus fait rire pendant le visionnage, en tout cas quand j'ai réécouté. Ah mais quand j'ai réécouté, ouais, toi aussi. Après bon, je ris plus fort, donc vous allez penser mais t'as ri de bon cœur, vraiment. C'est une scène où en fait ils se retrouvent dans une soirée, la soirée de Mélodie, qui fait des soirées à chaque fois qu'elle surprend ses parents en train de coucher ensemble dans la piscine, donc elle en fait très souvent visiblement. Et en fait ils vont s'isoler dans une chambre de façon très évidente. Voilà, exactement, en traversant la pièce en prétendant être bourré et tout ça. Et après ils simulent un rapport sexuel en poussant des cris complètement absurdes et en masquant un peu la serrure et tout ça, et tout le monde est regroupé autour de la porte pour assister à ce spectacle et donc assister au fait que Brandon n'est pas gay puisqu'il a couché avec Olive. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh! What? You don't have to be so aggressive about it. You don't like that? No. You don't like that? No, I don't like that. How about that? You like that? A little better. That's what I'm talking about! Yeah! You smell that? Oh! Ew! Ew! Smell? Isn't it supposed to smell? I don't know, but if it does, you're not supposed to comment on it. It doesn't really smell that bad. Oh, yeah! You're a stud! Don't stop! You ready for the grand finale? Yeah. What? Oh! Oh, yeah! T'aimes bien cette scène ? Oui, ils sont très bons tous les deux, ils sont très marrants. Et ouais, le truc de l'odeur, et après il dit « Ah non, mais en fait, ça sent pas si mauvais que ça. » C'est très marrant, quoi, parce qu'effectivement, c'est tellement éloigné d'une vraie expérience sexuelle qu'on ne peut que en rire, quoi. Ouais. Bon, très vite, tu l'as dit, les losers du lycée se partagent tous. C'est marrant parce qu'il y a vraiment deux lignes de rumeurs. Il y en a une qui est la rumeur sur le fait que c'est une salope, et ça, c'est tous les gens populaires et les chrétiens du lycée qui pensent ça. Et après, chez les losers, la rumeur va vite aussi pour dire que, en fait, elle n'est pas une salope, mais elle prétend avoir couché avec vous de bon cœur, quoi. Enfin, elle va le faire, si elle vous prend en pitié, elle prétendra. Et donc, il y en a plein qui viennent la voir
pour lui demander de dire qu'elle a couché avec eux. Les mecs, ils faisaient ça, hein. Go to high school and already. De quoi ? Ils racontaient qu'ils avaient couché avec des meufs avec qui ils n'avaient pas couché pour se faire mousser, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a carrément un qui lui dit vu ta réputation, même si t'acceptes pas le deal, en fait, je vais raconter que c'est le cas, quoi. Oui, et du coup, c'est ça que je trouve intéressant avec ce film, c'est que c'est un truc auquel moi j'ai vraiment assisté à plein de reprises. Et donc, le renverser de cette manière dans le film, c'est vraiment marrant parce que oui, j'ai le souvenir de plein de mecs qui se créer une bonne réputation en détruisant la réputation de plein de meufs, et notamment au collège, alors qu'on avait 11 ans ou 12 ans, et où rétrospectivement, je me dis, mais évidemment, aucune de ces choses-là ne s'est produite, en fait. Mais à l'époque, en 2 heures, ça avait fait le tour de la cour de récré, et lui, il était subitement devenu quelqu'un de très intéressant, et la meuf, plus personne voulait l'approcher, quoi. Tu trouves que c'est une bonne anti-héroïne, Olive ? Je dirais que c'est un anti-héroïsme quand même un peu plus soft que ce qu'on a pu voir dans d'autres films de la saison. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait que elle aime beaucoup l'attention que tout ça lui procure et que elle aime... On sent qu'elle tire un certain plaisir à avoir une mauvaise réputation pendant un certain temps. Et le fait qu'elle soit totalement indifférente au fait que, justement, elle a cette réputation-là, je trouve ça vraiment très surprenant, difficile à croire pour quelqu'un de son âge, mais très, très rafraîchissant. En fait, c'est une anti-héroïne aussi aux yeux des gens qui l'entourent. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme une antagoniste par la majeure partie du lycée, qui la voit comme une salope, quoi. Mm. Mais en même temps, nous, vu qu'on sait la réalité, elle est extrêmement sympathique pour nous, mais c'est vrai que c'est plus, comme tu dis, sa demande d'attention qui est un peu subversive, quoi. Ouais, et le fait que, à partir du moment où ça s'emballe et elle perd le contrôle assez rapidement de ce que les gens disent sur elle, elle cherche à aucun moment à rectifier la vérité, à part à son amie Ri, mais qui veut pas la croire. Mais au contraire, elle va totalement s'amuser de ça et... Ouais, c'est vraiment très surprenant, mais c'est très très drôle de la voir dire « Ok, maintenant je suis une salope, c'est parti, quoi. » Bon, la pauvre Olive, quand même, au final, malgré ses rapports sexuels fictifs, elle a pas de date pendant tout ce film, jusqu'au moment où il y a un mec qui a l'air très gentil et mignon et qu'on a croisé 1 ou 2 fois, qui vient la voir pour l'inviter à un rencard qui était très tentant, en tout cas, à tes yeux. What did you have in mind? I was thinking about getting a hot air balloon. You know, bring along some champagne and then possibly reading some Sylvia Plath. Trop bien. Si un mec me propose de lire du Sylvia Plath pour le premier date, je l'épouse direct. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Non, j'allais dire, n'exagérons pas quand même. Il faut faire un peu plus d'efforts, mais j'aime bien cette référence. Et comme j'ai acheté l'intégralité des journaux intimes de Sylvia Plath à la librairie de Ojai, j'ai trouvé ça assez extraordinaire qu'elle soit mentionnée dans ce film aussi. Tout était connecté. Exactement. Magnifique. Les choses dérapent carrément. Bon, déjà, ce date tourne à la catastrophe parce que le mec veut profiter d'elle. Et les choses dérapent vraiment pour Olive. En fait, c'est-à-dire que pendant un moment, elle s'en amuse beaucoup de cette réputation. Et il y a un switch qui va s'opérer quand son prof d'anglais, qui est son prof préféré, va être un peu mêlé à son histoire à travers sa femme, à lui, qui est conseillère d'éducation. Il se trouve que cette femme a une liaison avec un élève qui est majeur parce qu'il a redoublé 6 fois. Il a 20 ans. Et elle lui refile une MST et donc en fait Olive va accepter d'assumer la faute et de dire que c'est elle qui lui a refilé la MST puisque lui prétend que c'est le cas pour protéger la CPE. Et ça dérape un peu parce que là d'un coup il y a son prof préféré qui se retrouve mêlé à tout ça, quoi. Ouais, et puis ça devient dark. Enfin là on a la CPE qui se tape un élève et qui lui refile une MST. Wow. J'espère que c'est pas la psy qui se tape. Ah non, c'est le mec. C'est le mec. C'est Brandon. Ah non, ah ouais. Mais d'où elle a la chlamydia, elle? Elle s'est tapée qui d'autre? C'est un enfer, celle-là. Il faut l'envoyer en prison. Hein. Détournement de mineur, là. Maintenant, il a 23 ans. Ah oui, c'est vrai, putain. Ouais, c'est vrai que ça devient dark là, surtout qu'en fait, Olive, dans un moment où elle est submergée un peu par l'ensemble des mensonges qu'elle a sortis, où elle en peut plus, va dire au prof que sa femme l'a trompée avec un élève. Ouais.
pas cool. C'est un peu violent. Ouais, bon, elle le reconnaît. Hein. Oui, et puis c'est vrai que le personnage de Lisa Kudrow, elle joue très bien les femmes un peu au bord de la crise de nerfs, mais c'est un personnage très antipathique. Parce que elle, pour le coup, au début, croit totalement à la réputation d'Olive et lui fait des remarques très déplacées et oui, il l'écoute pas du tout. Très sexiste. Alors qu'Olive va se confier à elle et lui dire, en fait, c'est une série de mensonges et elle veut même pas l'entendre, quoi. Elle lui refile des capotes en lui disant si tu vas en avoir besoin. Donc, elle est assez horrible. Et en plus, elle est horrible, évidemment, avec son mari. Alors qu'il est vraiment super bien, ce personnage qui est joué par Thomas Hayden Church. Et je pense que moi, c'est un de mes personnages préférés et je pense que vraiment le film, il est très bon pour ces personnages-là parce que c'est des personnages qu'on voit peut-être dans 4 ou 5 scènes, mais en fait, ils sont hyper bien incarnés et ils ont beaucoup de répartie et beaucoup de cœur. Et donc, dès qu'il apparaît à l'écran, on est super content et c'est un peu un point de repère aussi pour Olive, quoi. Si on a un peu de chance dans sa scolarité, on a eu à un moment ou un autre un prof qu'on a vraiment énormément admiré et qui était une figure de mentor et un peu de guide intellectuel et spirituel. Et lui, il fait vraiment office de ça. Donc, on voit tout ce qu'elle projette sur lui aussi. Et il a l'air de le mériter. Donc, c'est un très bon personnage. Tu m'as fait rire juste à un moment pour en finir avec le personnage de la CPE, donc joué par Lisa Kudrow. Elle dit quelque chose avec lequel tu n'étais pas du tout d'accord. Because a real whore can't admit it to herself, much less others. Trust me. C'est pas vrai. Une vraie salope ne l'admet jamais à elle-même. Tu as un commentaire à faire à ce sujet parce que visiblement tu n'étais pas d'accord. Pour moi il faut revendiquer la saloperie un petit peu et je pense qu'une vraie salope, non justement c'est une salope qui est fière de l'être, comme Olive d'ailleurs. C'est encore un commentaire assez sexiste justement qui est lié à la honte d'avoir une sexualité débridée ou foisonnante et décomplexée et justement de dire une femme qui aurait ce genre de sexualité devrait en avoir honte et ne même pas se l'admettre à elle-même, non. Ce qui est marrant, c'est justement celle qui est un peu une salope revendiquée, c'est ou qui l'a été en tout cas dans le passé, c'est la mère d'Olive et ça pour moi c'est le point le plus fort du film. C'est les parents d'Olive, quoi. Ils sont joués par Stanley Tucci et Patricia Clarkson, ce qui est juste le meilleur duo de l'histoire. C'est un peu le duo de parents les plus cool, parmi les plus cool de l'histoire du ciné. You guys know that I was here all weekend, right? Daddy. You understand? You would testify to that? Et maman. I would take a bullet for you. Le daddy, c'est Stanley Tucci, évidemment. Qui, si vous ne suivez pas Stanley Tucci sur TikTok, faites-le, parce qu'il fait plein de recettes italiennes en commentant avec une voix suave. C'est absolument magnifique. Et Patricia Clarkson, c'est Mama, parce que elle était... dans Sharp Objects. Elle est exceptionnelle et c'est 2 super acteurs. Et Stanley Tucci est aussi le père de mes enfants. Donc, je suis ravie de le voir au cinéma dès que je peux. Ouais. Et c'est marrant parce que un autre gros personnage de ce film, c'est la ville, en fait, de Ojai. Tu m'as demandé à un moment pourquoi il y avait autant d'oranges, mais en fait, il a mis, le réalisateur s'est amusé à mettre une orange par scène. Il voulait que ce soit un thème récurrent dans le film. C'est vraiment comme si on faisait un film à Toulouse et qu'il y avait un cassoulet dans chaque scène, quoi. C'est ça. Ce serait marrant, peut-être moins digeste. Voilà, exactement. Et moins joli à regarder, mais bon. Ça, il y a débat. Mais du coup, Ojai, qui est une ville magnifique au nord de Los Angeles, où on est allé, donc, qui est une ville connue pour son agriculture, pour ses oranges, pour aussi son vin et tout. C'est un peu un petit paradis, honnêtement. Oui, et c'est magnifique. Ça ressemble un peu à Sunnydale aussi, avec les bâtiments en pierre blanche. Oui, c'est ça. L'architecture un peu espagnole du début du XXe siècle et tout ça, c'est très très beau. Et tout le film a été filmé là-bas dans des décors naturels. Les maisons étaient des vraies maisons locales et tout ça. Le film capture bien aussi justement le truc que tu peux trouver dans les petites villes de la côte ouest. Des petites villes comme ça où tu as à la fois des communautés de hippies qui sont du coup très très progressistes et qui ont une vision un peu comme les parents de Olive dedans, où tu sens qu'ils sont très libérés, ils donnent une éducation à leur fille qui est très décomplexée et tu sens que c'est des gens qui sont à gauche, qui sont très cool et tout ça. Et à côté, t'as la petite communauté aussi d'ultra-chrétiens très très intense et les deux convergent dans des endroits comme le lycée. Et le film montre bien ça, quoi. Et ces personnages de parents, tu te dis, ils sont un peu trop cool pour être vrais, mais en même temps, ils correspondent aussi à cette réalité-là, quoi.
Il y a un dernier personnage dont il faut parler, c'est le lead romantique du film, qui est pas hyper présent, mais qui est quand même là dans des scènes assez clés. Il s'appelle Todd, c'est la mascotte du lycée. Et le problème de Todd, c'est qu'il est joué par Penn Badgley. Et que toi... Badgley ou Bagley? Ah, je dirais Badgley. Et que toi, t'es pas très réceptive à son charme. Franchement, moi je le trouve très mignon dans ce film. Non, mais il est mignon, mais je sais pas... Tu le rattaches trop à des... Ouais, il me creep out. Autant moi je déteste Dan Humphrey, je déteste son personnage dans You, évidemment, c'est un psychopathe. Autant là je le trouve quand même choupi, quoi. Oui, non mais moi aussi, en revoyant le film une deuxième fois, je trouvais que il est très bien et franchement c'est un bon acteur. C'est vrai que moi je crois que You, ça m'a un peu fait atteindre ma limite et puis après même justement sur TikTok, je le trouvais un peu trop cringe en fait. J'avoue, je l'ai pas suivi moi. Il était tellement, sur TikTok ou sur Instagram, mais tu sais, un peu comme Kyle MacLachlan, dès qu'il y avait une nouvelle tendance de chorégraphie, il la faisait. Et en fait, pour moi, ça faisait tellement je veux de l'attention que je trouvais ça un peu too much. Mais je reconnais qu'il est très mignon dans ce rôle et que c'est un personnage qui est assez chouette, même si là aussi, il a l'air d'être tellement indifférent à tout ce qui est en train de se produire au lycée et toute la réputation que Olive est en train de traîner, que ça paraît quand même un peu difficile à croire. Ouais. Mais il est très choupi et on est content qu'ils finissent ensemble tous les deux. Déjà, ça fait du bien de voir un mec gentil dans sa génération à elle, parce qu'il n'y en a pas un seul, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Quoi? Je trouve mignon dans ce film. Oui, c'est un gentil garçon. C'est bien les gentils garçons. Et puis on comprend qu'il, lui, il croit pas en sa réputation dès le début parce qu'en fait, il y a quand même un truc assez clé, c'est qu'elle avait déjà prétendu, elle avait accepté prétendre l'avoir embrassée pour une question de réputation, encore une fois, parce qu'il jouait à un jeu quand ils avaient 12-13 ans, donc il sait comment elle est, on comprend qu'il a un crush sur elle depuis longtemps quand même. Oui, et on comprend qu'elle, c'est une vocation vraiment depuis sa tendre enfance de mentir sur ses exploits romantiques et sexuels. Olive finit par raconter toute son histoire à la ville entière dans un live stream. Elle aime l'attention, donc. Voilà, qui sert de narration au film. Donc il y a sa voix off pendant tout le film et c'est sa voix off qui vient de ce live stream, c'est ce qu'on découvre à la fin, quoi. Du coup, c'est une blogueuse? Non. J'ai rien compris en fait, ça. Dis-toi qu'elle raconte cette histoire à internet, mais ça veut pas dire que c'est une blogueuse. Beaucoup de voice-over quand même, hein. Oui. Du coup, c'est un peu l'ancêtre de 13 Reasons Why. Ah, j'ai pas vu 13 Reasons Why. C'est vrai? C'est pas quand elle va se suicider qu'elle fait ça? Si. Non, donc non. T'as pensé quoi de ce procédé scénaristique? Je sens que ça peut être typiquement le genre de truc qui t'irrite en fait. Ouais, moi je suis pas fan de voix off de manière générale, même si évidemment il y a des films qui essayent de se l'approprier et d'en faire quelque chose d'intéressant avec une narration qui va contredire ce qu'on voit à l'écran, et notamment Scorsese est connu pour faire ça, mais même dans les chefs-d'œuvre de Scorsese, ça me saoule un peu. C'est un truc très personnel, mais là, j'avoue que dans ce film, je trouve ça un peu lourd. Surtout que le film est très bien écrit, mais parfois, il y a quelque chose d'un poil trop malin dans l'écriture. Et c'est un truc dont on avait déjà parlé, toi et moi, même dans des épisodes de Buffy, où parfois, une écriture qui a trop conscience d'elle-même, ça peut devenir un peu agaçant. Surtout quand c'est des adolescents qui ne sont pas censés avoir autant de répartie et d'intellect. Et donc là, la voix off qui a toujours la petite répartie et qui surexplique un peu tout avec un certain degré de dérision, ça peut devenir un peu gonflant. Après, bon, c'est pas plus dérangeant que ça, mais c'est vrai que c'est pas mon élément préféré du film. J'essayais justement de penser à comment est-ce qu'ils auraient pu monter le film et le raconter sans ça, et je pense que ça manquerait quand même parce elle le raconte avec beaucoup de dérision et tout ça, et d'autodérision, et c'est ça qui apporte aussi au film un peu la distance par rapport à ce qui se passe et qui le rend plus drôle que sinon ce serait un peu un drame, quoi. Enfin, d'une meuf qui... et puis ce serait un film dans lequel il se passe pas grand-chose, parce que honnêtement, je me suis fait la réflexion la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est un peu un film sur rien. Enfin, il se passe vraiment rien, puisque du coup, ce ne sont que des rumeurs, donc donc c'est vrai que là, ça rajoute une couche supplémentaire. Et ce qui est intéressant avec la voix off, c'est que c'est à la fois ce qui est intéressant et ce qui est agaçant, c'est qu'on voit totalement la voix des scénaristes et on sent le commentaire méta sur les adaptations, puisque là, il y a plein de remarques déjà sur le fait qu'elle aimerait que sa vie ressemble à un film des années 80, et donc il y a même un montage. Donc là, on sent vraiment le cinéaste derrière qui veut faire son petit clin d'œil et parler de ses références à lui, et aussi le fait que ce film-là, c'est une adaptation d'un grand classique
classiques de la littérature et elle fait référence plein de fois au fait qu'il faut avoir vu l'original de The Scarlet Letter et pas l'adaptation avec Demi Moore, qui a un mauvais accent, tout ça. Donc ça permet de rajouter une couche d'intelligence supplémentaire, mais du coup c'est à la fois l'avantage et le défaut du film, je trouve. Justement, les références aux années 80, il y a le moment où elle est sous la douche, le gif très connu, c'est une référence à La folle journée de Ferris Bueller, qui est un film culte des années 80, et elle parle de The Breakfast Club, et il y a aussi 16 Candles, enfin tous ces films des années 80, cette série de films avec Molly Ringwald, souvent dans le rôle principal et tout ça, toutes ces comédies romantiques ultra cultes. Elles sont très référencées dans le film jusqu'à la fin, justement, où Olive a enfin droit à sa fin romantique avec Todd. Ils ont failli s'embrasser, elle lui avait dit que c'était pas le bon moment et tout ça. Et là, il débarque alors qu'elle est en train de faire son annonce à tout le lycée en streaming. Et il débarque sur une tondeuse à gazon avec une petite radio dans la main qui joue la musique de The Breakfast Club. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu un amalgame de toutes les références qu'elle voulait avoir dans sa vie. Et donc, là, la voix off a clairement servi à planter ça plus tôt, puisqu'on comprend à ce moment-là que lui a écouté aussi son live stream et qu'à ce moment-là, il a eu l'idée de venir lui faire sa grande déclaration. C'est très mignon. La référence fonctionne très bien et je choisis de croire que la tondeuse, c'est une référence à The Straight Story de David Lynch, puisque c'est l'histoire d'un homme qui parcourt plusieurs états en tondeuse. Je crois que c'est pas ça, mais j'aime ton... Mais c'est le choix d'interprétation que je fais. Hey, 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 hey. Ah, trop bien! Ce qui est trop cool, c'est que j'adore cette chanson et j'adore Breakfast Club. Et quand on a enregistré l'épisode à l'affiche, j'ai tout de suite commencé à chanter cette chanson et je me doutais pas qu'elle était dans le film. Donc là, j'étais super contente. Faut qu'on parle de 2 petites apparitions d'acteurs connus qu'il y a dans le film aussi, qu'on n'a pas mentionné. Le premier, c'est toi qui l'as remarqué, moi j'avais jamais fait le lien. Pourquoi il est anglais, le proviseur? Je suis à peu près sûre que c'est l'acteur de Orange Mécanique. Mais... Ah bon? Ouais. Malcolm McDowell. Oui, c'est effectivement Malcolm McDowell de Orange Mécanique, qui était bien plus jeune à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a aussi joué dans un film qui s'appelle If, qui a gagné la Palme d'Or, il me semble, en 69, et qui est un film sur un internat où des jeunes vont foutre le bordel et très mal se comporter en rébellion face à l'autorité. Donc le fait que lui joue l'autorité dans ce film, il y a quelque chose d'assez malin, même si c'est peut-être un peu deep cut, où je suis pas sûre que ce soit forcément pour ça qu'il a été choisi dans ce rôle, mais ouais. Enfin, ça m'étonnerait pas, c'est un super clin d'œil, quoi. Ouais. Surtout sur un film qui est très méta et qui fait beaucoup de références à la pop culture en général, c'est vraiment pas surprenant, quoi. Ouais. Et je vous conseille vraiment ce film. Et d'ailleurs, c'est aussi ce film dont j'avais parlé dans Mean Girls, puisque c'est dans ce film où il y a une scène de sexe où on entend des bruits animaux derrière. Et donc, quand dans Mean Girls, il y a les bruits de la savane, ça m'avait aussi fait penser à If. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le checker, c'est un film assez intéressant. La deuxième guest star aussi à contre-emploi, un peu, c'est Fred Armisen, qui est un comédien américain très connu, qui était dans Portlandia, dans SNL, et qui là joue le pasteur. Ouais. Est-ce que tu as une meilleure réplique ? J'ai beaucoup aimé quand donc le personnage de Stanley Tucci, évidemment, s'adresse à son fils adoptif, qui est métis, et il lui dit Where are you from originally? Tu viens d'où originellement? Il a des bonnes répliques, Stanley. Ah ouais, il est génial. Est-ce que tu as un MVP? Au-delà de Stanley Tucci, le père de mes enfants, je dirais sans doute le personnage du prof, qui est génial. Je suis d'accord. Moi aussi, je l'adore. Des bons personnages masculins qui viennent rattraper tous les autres personnages masculins assez horribles. Exactement. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter chaque semaine. C'était le dernier épisode de cette petite saison Vilaine Fille. On revient très très vite avec une nouvelle petite saison spéciale congé maternité. Puisque je vais partir en congé maternité. Et elle me laisse toute seule. Bah non, justement. Enfin si, je te laisse un peu toute seule, mais on a concocté et préenregistré une série d'épisodes sur nos épisodes de séries cultes qu'on va débriefer ensemble. Et puis après, bon, tu seras toute seule un peu pour quelques épisodes aussi, mais t'as plein de trucs prévus pour... Ouais, voilà, on aura plein de surprises et vous pourrez me retrouver dans quelques épisodes avec des invités très très spéciaux. On vous en parle très bientôt. Voilà. Et je reviens après. Oui, c'est ça, elle ne part pas pour toujours. Non, c'est ça. Et j'espère que les invités seront moins bons que moi. Mais évidemment, non. À très vite. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast.
Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. C'est le gif, pas ça. On est censé connaître cette chanson? Non, enfin bon, je pense qu'aux États-Unis à l'époque c'était une chanson irritante. Et, moi je la connais que de ce film. Okay. J'aimerais trop avoir une machine comme ça. Aïe aïe aïe. J'aurais tellement aimé être gros nichon. Ça y est, tu t'endors déjà? Ouais. J'ai dormi 1 heure cette nuit, donc c'est Georges qui m'a tenu éveillée toute l'année. Don't you wish your girlfriend was hot like me?